Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables avec Philippe David et on est ensemble jusqu'à 20h et on va revenir sur la question du décrochage scolaire qui est depuis 1989 devenue une priorité dans nos sociétés. La loi d'orientation de 1989 affirme que nul ne doit quitter l'école sans qualification. L'Europe propose de ne pas dépasser les 10%. La France est plutôt bien située dans l'échelle européenne. Cependant, 95 000 jeunes sortent encore chaque année sans qualification. Alors quelles sont les causes? Quelles sont les stratégies à adopter? Quelles sont les politiques et les réglementations mises en place? On en parle avec nos invités, Philippe. Oui, nos invités, Frédéric Wexler, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, auteur des livres Le décrochage scolaire entre parcours singulier et mobilisation collective, un défi pour l'école, coécrit avec Jean-Paul Delahaye, et Le décrochage scolaire anticipé pour surmonter les obstacles, coécrit avec Christian Hainaut. Bonsoir. Eunice Mangado-Lunetta, directrice des programmes à l'AFEV, première association en France d'engagement étudiant contre les inégalités éducatives, très ancrée dans les quartiers prioritaires. Bonsoir. 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 Et Jean-Baptiste Noyac, cofondateur et délégué général d'Excellence Ruralité, réseau d'écoles pour lutter contre le décrochage scolaire en zone rurale. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir et bienvenue, c'est les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et pour commencer, forcément, on va identifier les causes. Et avec vous, on va commencer par Frédéric Wexler. Aujourd'hui, si on fait un état des lieux de cette école du décrochage, quels sont les chiffres ? Alors, les chiffres sont effectivement en forte baisse depuis 10 ans, parce qu'il y a eu des politiques qui se sont installées dans la durée, et ça, il faut le souligner. Donc, vous avez parlé de 95 000, on est plutôt en termes de flux, c'est-à-dire, c'est pas un mot très joli, mais les jeunes qui sortent tous les ans du système et qui correspondent à la définition du décrochage, sont plutôt autour de 80 000 maintenant. On est même descendu à 77 000, où il y a eu un peu l'effet Covid ensuite, et puis il y a les effets démographiques selon qu'on a des générations plus ou moins importantes. Et puis, vous parliez des chiffres européens. Là, ce sont les jeunes de 18 à 24 ans, qui correspondent à des jeunes qui sont sortis sans diplôme, si je schématise. Et là, on est tombé très en dessous du chiffre effectivement européen qui était poursuivi, puisqu'on est à 7-8. Alors, c'est encore beaucoup trop, mais il faut vraiment souligner que s'il y a une politique publique partenariale qui associe l'ensemble de la société, et particulièrement les associations que je salue ce soir, qui obtient des résultats, c'est celle-là. Donc ça, c'est quand même vraiment important à souligner, parce qu'on a un grand nombre d'acteurs qui se mobilisent sur ce sujet depuis des années, et on a de vrais résultats qui sont soulignés aussi bien au niveau européen que par France Stratégie, que par l'ensemble des acteurs sur le terrain. Et on a un nouveau souffle qui est donné, effectivement, récemment, à nouveau. On voit qu'on fonctionne par à-coup. On a des lois qui sont très volontaristes à certains moments, on a des politiques publiques qui vont être très volontaristes, mais ensuite, on a une telle mobilisation sur le terrain, parce que c'est un sujet consensuel en fait. Sa force, c'est que c'est un sujet consensuel, et que donc, finalement, il y a beaucoup de bonne volonté. Oui, et puis il y a une adhésion, je pense, aussi bien en tant que citoyen, qu'en tant qu'usager, qu'en tant que contribuable, parce que finalement, tout est convergent en termes d'intérêt, pour dire que c'est pas acceptable. Et donc, ça, c'est la force de ce sujet. Et puis, ça concerne un nombre de jeunes trop important, mais à l'échelle du nombre de jeunes d'une classe d'âge, ça reste abordable. Vous voyez, comme politique publique, on se dit, s'il y en a que 80 000, on devrait réussir en mobilisant toutes nos forces à avancer. Et puis, il y a des lois qui l'ont fait avancer, comme l'obligation de formation sur les 7-18 ans. Vous citiez la loi de 89, c'était le moment un peu fondateur. Si on passe le 1947, Langevin Wallon qui voulait déjà mettre la scolarité à 18 ans, mais donc Langevin Wallon avait déjà quand même lancé beaucoup d'idées. Ensuite, on a eu effectivement en 1999 des plans de décrochage forts, mais la loi de 89, elle a finalement lancé, j'allais dire, tout ce qui a fait après... Les grands chantiers, en tout cas les grands chantiers. Voilà, exactement. Eunice Mangado-Lunetta, on a parlé de baisse, Frédéric Wexler a parlé de baisse. Vous, votre association, l'AFEV, travaille sur tous les quartiers prioritaires, ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville notamment. Quelle est la situation dans ces quartiers ?
Alors, je m'inscris complètement dans ce qui a été dit par Frédéric Wexler. C'est une politique publique, c'est important de le dire. C'est pas souvent qu'on a des politiques publiques qui sont dans la durée, parce que chacun veut un peu imprimer sa marque politique. Donc, il faut quand même un peu faire passer la volonté politique avant les égos politiques. Mais nous, ce qu'on voit sur les quartiers prioritaires, c'est qu'on est quand même sur les quartiers où se concentrent les difficultés. Donc, je dirais pas que de notre point de vue d'acteurs de terrain, la baisse est vraiment spectaculaire, bien sûr, puisqu'on est quand même sur l'éducation prioritaire, les réseaux où se cristallisent les inégalités. Pour autant, moi, ça fait longtemps que je travaillais à la FEV, et c'est vrai qu'avec le recul, on a vraiment vu à la fois une prise de conscience et une volonté politique, et aussi la logique d'alliance territoriale. Je sais que c'est quelque chose qui est cher à Frédéric Wexler. Elle avait participé d'ailleurs à sa conception. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, acteurs associatifs, à FEV et d'autres qui sont mobilisés, on ne peut rien faire tout seul. Nous, on est complémentaires de l'éducation nationale. Donc, on ne peut faire des choses qu'en réfléchissant. Par exemple, nous, la FEV, on mobilise des étudiants. Donc, ce sont des jeunes qui ne sont pas du tout ni des conseillers d'orientation, ni des psychologues, pas du tout là pour être prescripteurs, mais qui vont pouvoir faire ce travail d'accompagnement, qui sont dans la même génération que les jeunes qui s'accompagnent, soit individuellement via le mentorat, soit collectivement avec d'autres actions qui peuvent se passer au sein de l'institution scolaire. Mais tout ça, on peut le faire que si on est en confiance avec les acteurs de l'école. C'est très important. Et autres acteurs avec lesquels il faut absolument créer ce lien de confiance, parce que sinon ça ne marche pas, ce sont les parents. Donc si on n'a pas cet ancrage territorial avec des associations qui travaillent en confiance, avec l'éducation nationale, avec les collectivités, avec les parents, ça ne peut pas marcher. Et ça, c'est une des clés de succès qui a fait que depuis effectivement ces dernières années, il y a eu une baisse. Il y a eu le moment Covid qui a quand même été une angoisse, parce que je ne vous le cache pas que la jeunesse n'est quand même pas en super état globalement, y compris sur la question de la santé mentale. Donc ça peut avoir aussi un effet sur la question du décrochage. Peut-être qu'on n'a pas complètement vu le bout un peu de l'impact de ce moment très particulier à partir de 2020. Mais clairement, je pense que ça avance parce qu'on a pris des moyens concrets, on a fait des fichiers pour rappeler les gens qui étaient décrocheurs. Les régions sont de plus en plus saisies du sujet à la fois de l'orientation et du décrochage. Il y a certaines régions qui font un travail en lien avec l'éducation nationale qui est vraiment intéressant. Et c'est cet ancrage et cette alliance d'acteurs qui se voit, y compris sur les quartiers prioritaires. Alors là, vous parlez d'acteurs. Il y a aussi des zones qui sont forcément sous-dotées. On parle de la ruralité. Jean-Baptiste Noël qui est avec nous, délégué général d'Excellence Ruralité. C'est un réseau d'écoles qui permet effectivement de freiner en tout cas ou de trouver des alternatives au décrochage au décrochage scolaire. Oui, tout à fait. La particularité de notre réseau, c'est qu'on intervient essentiellement dans les zones rurales défavorisées. Aujourd'hui, un tiers des jeunes en décrochage viennent de communes ou d'ensembles urbains de moins de 20 000 habitants. Donc, il y a une forte représentation de cette jeunesse rurale dans le décrochage scolaire. Un autre chiffre qui est intéressant, c'est que 8 des 10 départements les plus touchés par les difficultés et par le décrochage scolaire, ce sont des départements ruraux, au premier rang desquels l'Aisne, dans lequel on intervient notamment. Et la particularité, c'est que ce soit en termes préventifs qu'en termes curatifs, ces territoires-là sont un peu les oubliés. Cette jeunesse-là est un peu l'oubliée de nos politiques éducatives, notamment dans la lutte contre le décrochage scolaire, notamment parce que sur le plan préventif, si vous voulez, toutes les politiques d'éducation prioritaires qui sont mises en œuvre dès le primaire sont assez mécaniquement concentrées dans les zones urbaines sensibles, parce que c'est dans ces quartiers prioritaires de la politique de la ville qu'elles ont vu le jour il y a 40 ans et qu'elles sont demeurées parce qu'il y a un certain nombre de critères, notamment le fait d'appartenir justement à un QPV pour pouvoir rejoindre un réseau REP. Donc il y a une forme de délaissement de ces territoires-là a priori, je dirais, et puis a posteriori aussi, en tout cas dans le curatif, parce que malheureusement, il y a moins d'acteurs associatifs pour intervenir dans des territoires de 3000 habitants. Typiquement, les étudiants qui sont qui font du mentorat dans des associations comme la FEV, on n'en a pas dans ces territoires-là, et donc il faut inventer d'autres solutions, et c'est ce qu'on essaie de faire en prenant le sujet au niveau de l'école et en créant des liens comme la répété Eunice Mangaduneta, voilà, Madame de la Fève,
qu'il est très important de créer un lien très fort avec la famille. Parce qu'en fait, un des gros éléments du raccrochage scolaire, c'est de recréer de la confiance entre les professeurs et les élèves, entre les élèves et les professeurs, avec la famille et avec l'institution scolaire. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on reviendra dans quelques instants. Comment identifier finalement les signes précoces de décrochage scolaire? Quels sont les facteurs internes ou externes? On va poser la question à nos invités parce que c'est toujours très important. Est-ce que les parents sont capables de sentir que quelque chose ne va pas? Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous avez envie de témoigner. On est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David. À tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix Responsables. On revient sur la lutte contre le décrochage scolaire qui est une priorité nationale depuis 1989. La France est plutôt très bien placée et c'est vrai que les choses s'arrangent. On va en parler on en parle déjà d'ailleurs avec Frédéric Wexler qui est avec nous, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Avec nous Jean-Baptiste Noyac aussi, cofondateur et délégué général d'Excellence Ruralité, qui est un réseau d'écoles pour lutter contre le décrochage scolaire en zone rurale. Et Eunice Mangado, l'UNETA, directrice des programmes de la FEF, qui est la première association en France d'engagement étudiant contre les inégalités éducatives. On va revenir sur les causes de ce qu'on disait. Comment aujourd'hui on peut identifier les signes précoces du décrochage scolaire? Frédéric Wexler, c'est quoi finalement les signes avant-coureurs? Alors, c'est vraiment une question, c'est la question centrale qu'on se pose un peu, comme vous savez, pour les maladies. Comme si on se disait, il faut qu'on fasse de la prévention. Voilà, repérer les symptômes, les signaux faibles. Et j'ai eu la chance de faire une évaluation de politique publique sur le décrochage pendant presque un an, 2013-2014. Et c'était la première question, et c'était normal. On était avec des acteurs de terrain, on était autour de la table, vraiment beaucoup de gens très engagés sur ce sujet. Et il y avait un peu une opposition entre est-ce que c'est plutôt des facteurs internes à l'école, le climat scolaire, le harcèlement dont on parle beaucoup en ce moment, l'organisation des classes, etc. Ou est-ce que franchement tout est lié à la famille, aux facteurs socio-économiques, aux territoires ruraux, aux citadins, etc., etc. Et on a vu qu'en fait, il fallait pas se poser cette question comme ça. C'est bien une interaction, c'est-à-dire l'école face, par exemple, à un enfant qui présente des vulnérabilités, comment elle met en place des facteurs de protection. Les Canadiens, plutôt que de parler de facteurs de risque, ils parlent de facteurs de protection. Et c'est vrai que la famille peut développer aussi la même chose. Et pendant le Covid, je reprends ce que disait Eunice Mangado tout à l'heure, j'ai trouvé très intéressant qu'elle évoque ce sujet. En fait, on a eu une accélération de la prise de conscience de ces signaux faibles. Moi, ça me frappait parce que forcément, le mot décrochage me tombe un peu dans l'oreille, vu que je travaille sur ce sujet depuis des années. Et quand je branchais la radio ou que je lisais un journal, le mot décrochage, on entendait 150 fois par jour parce que c'était la grosse angoisse que les élèves décrochent, même que les professeurs décrochent. Finalement, c'est une expérience très, très profonde, très universelle. On a tous à un moment eu envie de décrocher d'une relation, d'un emploi, d'une émission. Et donc... Pas de la nôtre, je vous le dis tout de suite. Bien sûr que non, justement. Et c'est un très bon... Ça me permet d'enclencher sur l'accrochage. Qu'est-ce qui permet... Et on se demandait tout le temps, pendant cette période Covid, comment on fait pour accrocher les élèves? Comment on fait pour repérer qu'ils sont toujours en lien avec nous? Et finalement, cette question du lien, comment on maintient du lien avec les parents, avec les enfants, comment on maintient du lien entre nous. Et on a eu une accélération extraordinaire de la façon dont on s'est posé cette question. Et donc, oui, il y a des signaux faibles qui peuvent être l'absentéisme, qui peuvent être sur la santé, qui peuvent être sur... les notes, par exemple. Oui. Les notes qui s'écroulent, la peur d'aller à l'école le matin. Mais on s'aperçoit que dans l'histoire d'un jeune qui va décrocher un moment, finalement, ces signaux, ils étaient déjà, de façon perlée, très présents. On a des enfants qui, très tôt, vont manifester un peu d'appréhension, etc. Et là, c'est fondamental. La question la plus fondamentale, plutôt que repérer les signaux faibles, il faut le faire, mais c'est surtout de mettre en place, de façon, j'allais dire, un peu structurelle, des facteurs de protection qui vont finalement protéger l'ensemble des enfants. Alors, encore plus les vulnérables, mais de façon un peu systémique, même si c'est un mot qu'on emploie beaucoup. Oui. Eunice Mangado, l'UNETA, c'est à quel cycle de l'éducation que ça commence en général le décrochage? En primaire, plutôt au collège? La moyenne. La moyenne, grosso modo. Parce que certains disent que dès la maternelle, on voit que des enfants vont être en difficulté.
Nous, on avait fait il y a quelques années pour notre grande journée, qui est notre journée de plaidoyer éducatif, qui est toujours en septembre, la journée du refus de l'échec scolaire, il y a quelques années, une enquête auprès de jeunes qui avaient décroché et raccroché. On leur avait posé la question notamment de à quel moment ça avait basculé. Vraiment, la majorité des réponses pointaient ce moment charnière entre la fin du collège et le lycée. Après, là où vous avez raison, c'est que, et ça a été dit aussi par Frédéric, hein, les signes avant-coureurs, on peut les déceler dès avant. Donc je ne sais pas si dès la maternelle, attention non plus à ne pas être trop catastrophiste et de renforcer l'angoisse scolaire qui est quand même déjà très présente. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut réfléchir à la question du décrochage avec la notion de parcours. Le parcours scolaire en France est quand même il y a des moments, des moments charnières, des moments de rupture qui, à chaque fois, en fait, pour certains élèves, ça va de soi. Le passage entre l'école élémentaire et le collège, le degré d'autonomie que ça exige, certaines familles, ça va de soi, s'organiser, préparer son pain cartable, etc. Il y a d'autres familles, pas du tout. La question aussi, les parcours scolaires se sont aussi beaucoup complexifiés, tout simplement, Affelnet à partir de la fin du collège, bien sûr, Parcoursup, etc. Pour certaines familles, ça va de soi, la question de l'orientation, la jungle de l'orientation, ça va de soi. Et puis il y a d'autres enfants d'autres élèves qui petit à petit décrochent parce que il y a un cumul comme ça des difficultés scolaires, des difficultés un peu personnelles, etc. Les familles derrière ne sont pas outillées pour permettre d'étayer. Et là, on voit qu'effectivement, des choses qui au début commençaient à émettre des signaux faibles, au bout d'un moment, s'il n'y a pas l'étayage et l'accompagnement dans notre étude, ce qui mettait vraiment en valeur, en relief, c'était vraiment la notion d'accompagnement. Quand on commence à perdre les pédales dans toutes les situations d'ailleurs, professionnelles, quand on est élève, et quand on se sent seul, c'est là où on ne va pas s'en sortir en fait. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a quand même un facteur social. Ne l'oublions pas, je suis très sensible à ce qui a été dit par monsieur sur les territoires ruraux. Je suis absolument persuadée qu'il ne faut pas opposer les deux. Il y a vraiment, et notamment sur les questions de décrochage et d'orientation, des sujets très forts du côté des jeunes dans les quartiers prioritaires et des jeunes ruraux. Il ne faut pas opposer, comme disent certains, les jeunes des tours et les jeunes des bourgs. Mais moi, ce qui me frappe quand même, c'est par exemple ce chiffre qu'un jeune en lycée professionnel sur 4 n'ira pas au bout de son parcours. Et qui sont les publics aujourd'hui encore trop massivement représentés dans les lycées professionnels? Ce sont les jeunes des milieux populaires. Donc nous avons quand même un problème aussi de cristallisation du décrochage scolaire parmi les populations les plus fragiles. Il faut le traiter en tant que tel. Jean-Baptiste Noyade, vous êtes délégué général d'Excellence Ruralité, on parlait de ruralité. À quel moment les élèves, en tout cas, arrivent chez vous et à quel âge? La moyenne d'âge, c'est quoi en fait? Alors, comment surtout? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous? Est-ce que c'est vous qui allez effectivement qui allez les chercher? Comment ça se passe? En fait, nos écoles, on commence dès le primaire, donc c'est du CP à la 3e. Et pour tout vous dire, au départ, on avait commencé par le collège, justement parce que on se disait, le décrochage, c'est en fait le fait de ne pas passer, de ne pas suivre après la scolarité obligatoire, et donc il faut commencer au collège. Et puis en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de nos élèves arrivaient avec d'énormes lacunes dans les savoirs fondamentaux, et donc en fait, je rejoins tout à fait ce que dit lire, écrire, compter, quoi. Voilà, exactement. Ce que dit Eunice Mangado-Lunita, c'est que il y a évidemment des facteurs de contexte familial, il y a évidemment la question de la relation à l'institution scolaire qui est à prendre en compte. Mais au départ, il y a quand même la question de l'échec scolaire. Il ne faut pas confondre échec scolaire et décrochage scolaire, mais les difficultés scolaires. Pédagogiques ? Pour tout un tas de raisons. En fait, le vrai sujet, c'est que l'école ne tient pas sa promesse ce que disait Madame tout à l'heure, c'est que l'école ne tient pas sa promesse aux enfants de milieux modestes, et que c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir aujourd'hui quand vous venez d'un milieu défavorisé. Donc c'est là qu'il faut mettre le paquet, et c'est auprès de cette jeunesse-là qu'on doit absolument tenir les promesses de l'école. Ça veut dire donner le meilleur à ces enfants-là, donc donner des petits effectifs le plus tôt possible, donner des professeurs qui vont avoir une relation particulière avec les enfants, pas uniquement des enseignants, mais également des éducateurs qui vont pouvoir entretenir une véritable relation avec eux pour recréer de la confiance. Tout l'enjeu en fait de notre question du raccrochage, c'est comment on recrée de la confiance des enfants envers l'école, des enfants envers leurs professeurs, envers le monde adulte même. Et tout ça, ça passe par une manière d'appréhender le rôle du professeur de manière un peu différente. Le fait de se dire que peut-être il peut dépasser simplement sa mission d'enseignant et jouer avec les élèves dans la cour, déjeuner avec eux, retisser du lien qui va permettre de mettre des personnes devant des personnes et de rassurer l'enfant sur le fait que il n'est pas réductible à ses notes.
il n'est pas réductible à ses résultats scolaires. Et peut-être même valoriser ses talents, valoriser ses autres talents que ses talents scolaires, pour pouvoir lui donner confiance et prendre un point d'appui, et à partir de là rebâtir sur les rattrapages des matières fondamentales. Eh bien, vous restez avec nous, on fait encore de nouveau une petite pause et on ira voir en fait quels sont en tout cas les établissements qui aujourd'hui accueillent, parce qu'il y a différentes sortes d'établissements, c'est intéressant de le savoir. Est-ce que finalement la politique qui est mise en place est suffisante? Est-ce qu'il faut former encore gagner en pédagogie, en tout cas pour ceux qui éduquent nos enfants? On en parlera dans quelques instants. Et vos appels, bien sûr, 0826 300 300 si vous avez vécu le décrochage scolaire d'un de vos enfants, ou si même vous êtes prof quelque part et vous trouvez que peut-être qu'il faut changer les formules de pédagogie. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et les vraies voix responsables s'intéressent ce soir au décrochage scolaire, finalement, qui va mieux d'année en année. Et nous sommes avec nos invités, Philippe. Frédéric Wexler, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, qui a écrit 2 livres, notamment sur le décrochage scolaire entre parcours singulier et mobilisation collective, un défi pour l'école, le décrochage scolaire anticipé pour surmonter les obstacles. Eunice Mangado-Lunetta, directrice des programmes à l'AFEF, première association en France d'engagement étudiant contre les inégalités éducatives et très ancrée dans les quartiers prioritaires. Et Jean-Baptiste Noyac, cofondateur et délégué général d'Excellence Ruralité, réseau d'écoles pour lutter contre le décrochage scolaire en zone rurale. Frédéric Wexler, aujourd'hui, il y a une vraie politique sur ce décrochage scolaire. Il y a énormément de structures de retour à l'école, de dispositifs. Pour ceux qui nous écoutent et qui aujourd'hui ont un petit peu de mal à faire le tri, qu'est-ce qu'il est proposé ? Alors oui, il y a à la fois pour des jeunes qui ont déjà quitté le système, effectivement, on a des structures de retour à l'école qui sont, le terme le plus employé souvent, c'est micro-lycées, qui peuvent vraiment accueillir des jeunes qui sont sortis et qui vont les aider progressivement par des pédagogies adaptées à retrouver goût aux apprentissages. On a aussi bien sûr des systèmes mixtes qui sont aussi bien écoles, par exemple, et services civiques, un service civique combiné où le jeune peut être à la fois engagé et suivre de la formation. Et on développe de plus en plus finalement les écoles de la deuxième chance, l'EPI, l'AFPA avec ses générations 16-18. Donc on développe de plus en plus des partenariats, des alliances éducatives, comme le disait Eunice Mangado tout à l'heure. Et par exemple, dans la réforme de la voie professionnelle, tous droits ouverts, qui est une mesure qui est née dans le groupe de travail dont j'étais rapporteur, c'est vraiment de se dire, on se centre sur le jeune, finalement la loi de 89, l'élève au centre du système, et les structures s'effacent pour lui construire un parcours en prenant le meilleur de ce que sait faire la FEB, de ce que sait faire l'association de M. Noyac et de ce qu'on sait faire. Et c'est nous qui nous organisons après entre nous et on lui garde ses droits aux bourses parce que c'est important pour un jeune. Et je rejoins ce qui a été dit sur l'aspect économique, sur l'aspect ruralité, comment on fait pour les transports, enfin des questions hyper concrètes, c'est-à-dire on gère ces questions concrètes avec les collectivités aussi et on l'accompagne avec cette idée que il ne rompt pas le parcours de formation. Il peut être dans quelque chose de pas linéaire, mais nous, on est là pour l'accompagner jusqu'à 18 ans, jusque plus, et sur son parcours de formation. Et ça, vraiment, maintenant, on a... Alors, c'est pour ça que je vous réponds pas de façon hyper précise. On a d'un côté, effectivement, les structures de recours à l'école, les micro-lycées, mais on invente tellement de démarches, et c'est plus des démarches que des dispositifs. Pendant longtemps, dans le système scolaire, on avait des dispositifs, et on les empilait. Et d'ailleurs, les jeunes qui étaient en difficulté, ils allaient en soutien, puis ils repartaient à telle heure, etc. Tu n'aimes pas les épinards, reprends-en. Et c'était donc un peu compliqué. Alors que maintenant, on essaye vraiment de se dire, on s'adapte en fait. On s'adapte, voilà, exactement. C'est plutôt, on s'adapte aux jeunes, plutôt que de le faire rentrer dans des cases préexistantes de l'institution. Donc, on est tout à fait capable, sur des territoires, d'inventer des solutions à plusieurs partenaires. Sur tous droits ouverts, là, il y a eu 9 académies expérimentales, maintenant c'est généralisé. Et ben, on était capable, entre mission locale, un lycée, une association, d'inventer un parcours. Et l'idée, c'est que le jeune, à tout moment, il peut revenir à l'école. À tout moment, il a le droit de... C'est pas une relégation, c'est pas une externalisation.
on reste tous responsables et on l'accompagne. Et ça, c'est vraiment très innovant. Jean-Baptiste Noyac, on s'adapte forcément. Vous avez créé cette école, alors je ne sais pas si on peut l'appeler de la deuxième chance, ou voilà, c'est plutôt plus joli que le décrochage, ou de la première chance. En fait, ça a été compliqué. Le constat, c'est quoi? Parce qu'il faut s'adapter effectivement à la situation. C'est multifactoriel. Donc, comment vous avez démarré? Oui, tout à fait, c'est multifactoriel, c'est-à-dire qu'en fait, il y a effectivement donc des questions qui sont liées aux lacunes académiques, il y a des questions qui sont liées à l'environnement social, il y a des questions qui sont liées au rapport à l'école, à la question de la violence à l'école, la violence entre élèves, le rejet qu'on reçoit. Faut quand même aussi avoir en tête, en fait, je pense que vraiment la clé du sujet, Madame le disait, c'est vraiment le fait de singulariser les parcours pour s'adapter à la situation de chaque enfant, et vraiment de se mettre à la place de ces jeunes. D'abord, la première chose, c'est que pour un jeune, le cadre scolaire, c'est d'abord un cadre social. Nous, on l'aborde sous un angle pédagogique, mais lui, c'est là où il a ses copains, c'est là où il vit, et donc il se construit aussi. Et où il se construit. Et donc, si on ne prend pas en compte cette dimension-là, déjà, on passe à côté de beaucoup de choses. Et donc, tout l'enjeu, c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai aussi pour les familles, c'est de vraiment de remettre de l'humanité au cœur du système, de mettre des personnes devant des personnes, de créer du lien, parce que on parle des jeunes, et c'est essentiel de recréer ce lien de confiance dans l'école pour leur permettre de se dire, ok, je fais confiance à mon professeur, je fais confiance à l'institution, je peux me remobiliser dans les apprentissages. Mais je vous coupe, quand vous dites m'adapter, ça veut dire qu'aller chercher l'expertise de chacun plutôt que de le faire rentrer dans une case, en fait, aller de se dire, c'est quoi ton appétence, qu'est-ce que tu aimes, en fait. Oui, tout à fait, ça veut dire en tout cas essayer de donner des occasions à chacun de briller pour ses talents. Et donc notamment, par exemple, dans les établissements qu'on a montés, on a des ateliers dans lesquels les professeurs partagent une passion qui peut être notamment dans des travaux manuels, et ça permet à chaque élève qui l'a choisi dans le parcours d'être valorisé pour des talents qui sont un peu différents de simplement les talents scolaires. Et ça va permettre aussi de conseiller dans l'orientation. On parlait de l'orientation tout à l'heure. Il y a un point aussi qui est clé, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de temps finalement, les missions de lutte contre le décrochage scolaire ont très peu de temps, ont 1 heure en moyenne par enfant pour le conseiller sur son orientation. Donc c'est beaucoup trop peu, et donc c'est pour ça qu'il faut travailler à fond avec les parents, avec les associations comme la FEV, avec d'autres acteurs de terrain, pour vraiment aboutir à une bonne connaissance du jeune, pour pouvoir s'adapter à lui, comme ça a été dit. Eunice Manganou de l'État, il n'y a pas une question qui se pose? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas revoir l'orientation un peu plus tôt, puisque des enfants qui ne sont pas faits pour les écoles, les structures générales, le bac général, pourraient par exemple devenir d'excellents boulangers, d'excellents bouchers, d'excellents plombiers, et qu'il n'y a pas de saut métier, comme dirait une bonne vieille expression. Mais par choix, peut-être. Mais par choix. Et surtout revaloriser la filière pro. Complètement d'accord. Juste, je le formulerai pas. Je ferai attention à la formule de il n'y a pas d'enfant qui ne soit pas éducable. Il n'y a pas d'enfant pas fait pour l'école. Ça n'existe pas. Après, ce qu'on a en France, c'est, malgré les grands discours, etc., depuis très longtemps sur le lycée professionnel, c'est très simple. Le jour où on aura un lycée professionnel, il sera à égale dignité d'un lycée général, c'est-à-dire où tous autour de la table, nous n'aurons aucun problème à ce que nos enfants aillent dans un lycée pro, et nous en serons très fiers. Et ben, ce jour-là, on pourra vraiment dire qu'on y est arrivé. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On a fait des progrès, mais on n'y est vraiment pas encore. Et je rejoins encore le chiffre que j'avais cité de ces fameux parcours. Un jeune sur 4 au lycée pro ne va pas jusqu'au bout de son parcours. Donc, je pense qu'effectivement, il y a cette question de l'égale dignité, en fait, des parcours scolaires. Moi, ce qui m'a frappé dans l'étude qu'on avait fait il y a quelques années, c'est qu'on avait posé la question, en fait, qu'est-ce qui t'a fait raccrocher aux jeunes qui étaient sortis du système et qui étaient en mission locale, effectivement, à l'école de la deuxième chance ou micro-lycée. Et ils disaient qu'en gros, ils avaient compris comment l'école, ou les parcours en tout cas de formation, pouvaient à un moment donné être quelque chose qui était un outil pour eux. C'est-à-dire pour leur vraie vie, quoi, pour avoir un boulot, pour avoir un projet. C'est-à-dire que, je fais le parallèle, ça va vous sembler décalé, mais on vient de faire une journée du réfléchisseur sur la question de la lecture. L'apprentissage de la lecture chez les tout petits, et notamment ceux qui sont loin de la lecture, à qui on ne lit pas des histoires le soir, etc., il faut leur faire comprendre qu'on n'apprend pas à lire pour faire plaisir à la maîtresse. On apprend à lire pour soi. C'est la même chose pour l'école. Il faut arriver à créer ce rapport de dire l'école, c'est ce que c'est certainement perfectible, c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu d'apprentissage, mais les gamins qui à un moment donné sont sortis du système et reviennent, c'est parce qu'ils ont compris que l'école, la formation, peut les amener
à avoir quelque chose, un diplôme, une formation qui va leur permettre d'avoir une bonne vie, quoi. Et cette question du sens, elle est extrêmement importante. C'est souvent comme ça, les pédagogies qui sont façonnées sur tous les acteurs du raccrochage ont beaucoup cette question de l'accompagnement personnalisé et du sens. Je trouve qu'on devrait injecter encore plus, on a certainement évolué, mais je pense qu'on a encore des marges de progression, dans l'école en amont, dans le système scolaire. Ce que disait tout à l'heure monsieur Jean-Baptiste sur la question des compétences, mais bien sûr, aujourd'hui, quand on est un bon élève et quand on a de bons résultats scolaires, toutes les portes sont ouvertes. Et il est rare, c'est à la marge, de décrocher. Quand on est un mauvais élève, qu'on perd l'estime de soi, que tous les enseignants nous disent tu vas pas y arriver, tu vas aller en pro, comme si c'était une punition, on perd la notion en fait d'avoir la main sur son parcours. Et quelque part, c'est normal au bout d'un moment, petit à petit, de jeter l'éponge. Donc moi, la question du sens et du parcours et de remettre vraiment les jeunes et les élèves dans leur parcours, pas en se payant de mots, mais en leur laissant vraiment la possibilité de le construire et de valoriser, bien sûr, si c'est de l'apprentissage du lycée pro, on s'en fout, c'est très bien. Ce qui compte, c'est sa réussite dans son parcours. Eh ben, on va en parler, on vous laissera la parole dans quelques instants, Jean-Baptiste Noyac, parce que vous vouliez répondre. Petite pause encore, c'est vrai, on revient dans un instant et on parle du décrochage scolaire jusqu'à 20h, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables consacrées au décrochage scolaire. Nous sommes en compagnie de Frédéric Wexler, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, Jean-Baptiste Noyac, cofondateur et délégué général d'Excellence Ruralité, et Eunice Mangado-Luneta, directrice des programmes à l'AFEV. Vous vouliez réagir à ce qu'on disait juste avant la pause, Jean-Baptiste Noyac? Pour l'enfant, ce qu'on disait, sur l'impossibilité de choisir sa voie au moment où il l'a choisi, en fait. Ouais, sur la question de l'orientation, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Eunice Mangado-Luneta. Tout enfant est éducable et il faut donner le meilleur à chaque enfant, en particulier dans les milieux défavorisés dès le début. Après, moi, ce que je constate, c'est que j'ai des élèves qui, en fin de 5e, sont passionnés de mécanique, sont des stars en mécanique. Ils peuvent démonter ma voiture, la remonter les yeux fermés et m'apprendre plein de trucs dessus. Et on leur dit non, reste dans une voie où t'es pas bon, où t'es en échec. Et du coup, par voie de conséquence, donc eux, ils s'ennuient, certains décrochent, et par voie de conséquence, la voie dans laquelle ils vont pouvoir s'orienter 2 ans après, ce sera la voie des gars qui ont été en échec pendant 2 ans. Et donc en fait, ça devient mécaniquement la voie des cancres. Donc à mon sens, si on veut réfléchir à revaloriser les filières professionnelles, il faut permettre de les rejoindre plus tôt, non pas dans l'intérêt de l'employeur, comme ça a été soulevé par Emmanuel Macron, mais bien dans l'intérêt des élèves d'abord. Justement, Frédéric Wexler, cette possibilité de se mettre en facilité, de sortir d'une école, d'aller dans une autre. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place pour des enfants qui finalement trouvent très tôt leur voie? Alors, trouvent très tôt leur voie. Je rejoins complètement monsieur sur le fait qu'un jeune peut avoir beaucoup de compétences, un élève peut avoir beaucoup de compétences qui ne sont pas forcément valorisées à l'école. C'est ça plutôt la question, c'est-à-dire comment on valorise toutes les intelligences, comment ce jeune qui s'est démonté une voiture, on lui fait traduire ça d'ailleurs, on lui montre qu'il a besoin d'un peu de maths, d'un peu de physique pour le faire et que ça va l'aider à franchir encore une étape, comment il explique à ses camarades, comment on valorise ce qu'il sait faire, ça bien entendu. En revanche, mon grand âge et ma grande expérience dans le système scolaire m'a fait connaître à peu près tout, c'est-à-dire y compris les orientations fin de 5e, et je peux vous dire que ça fonctionnait très mal, c'est-à-dire qu'on avait encore beaucoup plus de décrochage qu'on en a là. La question actuellement du lycée pro, pourquoi il y a du décrochage et je rejoins complètement ce qui était dit tout à l'heure sur le fait que c'est vraiment un sujet auquel il faut qu'on s'attaque, c'est 1 jeune sur 4 qui ne vont pas au bout du diplôme, c'est parce que, comme c'était dit, ça arrive dans un parcours où il y a eu une forme d'échec, il y a une perte de sens et qu'ils ont l'impression de subir ce qui leur arrive et qu'il n'y a pas forcément cet accompagnement. Donc la question, elle est beaucoup plus comment l'école valorise l'ensemble. L'éducabilité, c'est écrit de toute façon dans notre code de l'éducation dans l'article 1, qu'un jeune, il a un potentiel qui peut progresser. Donc c'est plus ces évolutions profondes et les passerelles qui doivent être faites en permanence. C'est-à-dire, par exemple, dans un lycée polyvalent, la Cour des comptes a même parlé dans un référé en 2020 de lycée inclusif, dans lequel on aurait l'ensemble des filières, et un jeune pourrait un peu construire son parcours, valoriser ses compétences en mécanique, mais et les compléter avec du droit ou de la gestion s'il veut pouvoir monter son affaire, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus ça. On sait que dans un monde complexe, il faut que les jeunes, pour décrypter l'information, les jeunes Allemands, on vante le modèle allemand sans arrêt.
en disant ils sont beaucoup plus liés avec l'entreprise. L'entreprise est valorisée. En revanche, il y a un rapport sénatorial très bien fait qui compare la France, l'Autriche, l'Allemagne et qui montre que les apprentis en Allemagne et en Autriche, ils ont un niveau bien plus élevé, ils entrent plus tard en apprentissage avec un socle commun solide et ils sont plus âgés. C'est-à-dire ils rentrent plus tard justement parce qu'on les a accompagnés avant, ce qui n'empêche pas de faire de l'alternance, du soutien, de donner du sens à ce que le jeune sait faire. J'applaudis absolument. Et là, on a encore des progrès à faire, j'en conviens tout à fait. C'est-à-dire de pas être... Mais en fait, on a une pensée binaire. On est littéraire ou scientifique, on est manuel ou intellectuel, alors qu'on voit bien qu'on doit conjuguer en permanence. C'est ça. Qu'est-ce qui fait un dentiste ? Oui. Il est manuel, mais en même temps, il va poser un diagnostic. Et ben, Pas c'est la même tous, chose. ils ne sont pas tous manuels. Moi, j'en connais, ils ne sont pas très forts. Ils sont pas très doux, vous voulez dire. Il faut bien choisir. Mais c'est pareil pour le mécanicien auto. Il faut bien choisir. Ça fait moins mal. Eunice Mangadou, la semaine dernière, dans ce studio, on faisait Boss. Oui. Et il y avait une entreprise qui avait gagné, parmi les vainqueurs, qui avait gagné quelque chose de génial. C'était faire des stories sur les téléphones portables. Wilby, W-I-L-B-I. Avec des gens qui expliquent leur métier. Est-ce que ce serait pas une bonne idée, par exemple, pour montrer à des jeunes qui connaissent pas, comme nous on connaissait pas le monde du travail à 13, 14, 15, 18 ans, par exemple, pour leur donner envie de faire un métier et de l'apprendre. D'ailleurs, c'est en partenariat avec le ministère de Carole Grandjean. Bien sûr. Je pense que tout ce qui peut effectivement contribuer à incarner pour des jeunes qui sont très loin et qui n'ont pas forcément en plus des gens autour d'eux, qui a une diversification des métiers qui sont représentés, etc. Donc tout ce qui peut en fait contribuer à incarner ça et sera bon à prendre. Après, je reviens un peu à l'intervention un peu tout à l'heure sur la question de en 5e, est-ce qu'il ne faut pas un peu accélérer l'orientation vers des filières pro ou pas? Je pense que c'est important de parler parcours, c'est-à-dire encore une fois se remettre à la place du jeune. Un élève de 11, 12 ans, c'est très tôt, et on est encore une fois dans un système scolaire qui finalement dit pouvoir faire des passerelles, etc. Mais en réalité, on scelle en France très vite le destin scolaire. Et en fait, moi je suis d'accord avec l'idée de dire comment est-ce qu'on change les choses pour des jeunes qui pourraient être bons en mécanique, etc. En revanche, je ne suis pas sûre que la précocité de l'orientation vers le professionnel soit forcément la réponse. En revanche, j'étais très sensible à quelque chose dit tout à l'heure par Jean-Baptiste, et je pense que c'est ça l'effort à faire. C'est la question on est encore trop vraiment sur la question des savoirs disciplinaires et la question des compétences qui en fait est inscrite depuis longtemps dans le code de l'éducation. On est censé évaluer par compétences, etc., qui est une autre approche, qui est beaucoup plus transversale, qui n'est pas des maths en silo, du français en silo, de l'anglais, mais voilà, des maths pourquoi faire, et on peut faire des maths quand on veut être mécanicien d'ailleurs en réalité. Aujourd'hui, quand on soulève le capot d'une voiture, moi je suis pas très bonne en mécanique, mais ça a beaucoup plus à voir avec la question de l'informatique et du digital qu'en réalité à notre époque quand on soulevait des capots de Renault, je sais pas quoi. Merci beaucoup. Merci. Renault 16, on va prendre un coup de vieux. Allez. Merci beaucoup. Renault 16, voilà, je cherchais le modèle de Renault 16 pour les boomers comme moi. Bienvenue au club. Merci beaucoup. Eunice Mangadou Lunetta, directrice des programmes à l'AFEV, première association en France d'engagement étudiant contre les inégalités éducatives. Merci Jean-Baptiste Noyac, cofondateur et délégué général d'Excellence Ruralité, réseau d'écoles pour lutter contre le décrochage scolaire en zone rurale. Merci beaucoup Frédéric Wexler, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, auteur des livres Le décrochage scolaire entre parcours singulier et mobilisation collective, un défi pour l'école, et le décrochage scolaire anticipé pour surmonter les obstacles. Merci beaucoup Cécile de Ménibus. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à notre équipe. Nous on se retrouve demain à 17h dans 8 minutes au cœur de la mêlée avec François Trio et sa bande. Et ça va parler rugby, mais tout de suite on vous retrouve Cécile dans Sud Radio à votre service. À demain.